Alors, j'attends que tout le monde commence à se connecter. Est-ce que ceux qui sont déjà connectés m'entendent? Vous pouvez faire un message pour me dire si vous entendez correctement ou pas, si le son est bon. Je vois des pouces, donc a priori, ça doit être bon. Vous devez entendre. Je vous propose d'attendre 2 3 minutes, le temps que les gens se connectent, le temps que les gens arrivent, et on va pouvoir débuter. Et n'hésitez pas j'ai mon ordi à côté, même si je le fais sur le téléphone, à poser vos questions. Comme ça, je vais les prendre aussi au fur et à mesure. Et on va faire comme ça. L'idée, ça va être de revenir évidemment sur la première année d'existence de Génération Frexit, parce que comme vous le savez, le 14 juillet, le jour de la fête nationale, 14 juillet 2021, on fêtait les 1 an de Génération Frexit, parce que Génération Frexit a été créée le 14 juillet 2020. Donc ça va être l'occasion de revenir sur tout ce qui a été fait pendant cette année. Et puis évidemment, on va pas uniquement regarder dans le rétroviseur, on va dire et expliquer tout ce qu'on va pouvoir faire durant l'année qui vient, et bien sûr aussi parler de l'actualité parce qu'elle est très riche, tant au niveau évidemment de l'Union européenne, parce que vous avez dû le voir, au niveau des plans de relance, au niveau des arrêts de la CJE qui sont très importants, dont souvent on parle moins vis-à-vis de la Pologne, vis-à-vis de la Hongrie, mais même vis-à-vis aussi de nos armées, puisque la CJUE a fait, si vous avez vu, un arrêt sur le temps de travail des militaires pour les passer au temps de travail réglementaire, ce qui est absolument complètement inapplicable et qui touche au cœur de la souveraineté. Et là-dessus, on a vu plusieurs politiques, d'ailleurs des fois et parfois européistes, qui étaient là à se scandaliser. Regardez, on touche au sein des seins de la souveraineté française, mais ce sont les mêmes qui ont abandonné toute la souveraineté de l'Union européenne. Donc c'est vraiment les gens, comme on dit, qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes. Et donc c'était quelque part amusant, mais aussi désespérant de voir tous ces européistes qui étaient là à dire quand même, là ça va un petit peu loin. Oui, sauf que quand vous avez donné les clés du camion, il ne faut pas s'étonner après que le camion choisisse sa destination, choisisse son pactage et ce qu'il transporte. Et donc ces gens-là qui ont donné toutes les clés du camion à l'Union européenne maintenant se plaignent. Donc c'est quelque part assez risible. Je vois qu'il est 19h04. Je vais commencer à prendre des questions à partir de 19h05. Je vais en profiter aussi pour partager sur Twitter le lien de ce direct pour que les gens des autres réseaux sociaux puissent venir et puissent accéder à ce direct Facebook et également poser leurs questions. Donc voilà, je l'envoie juste sur Twitter. Et comme vous le savez, bah, l'actualité la plus riche, et on va très certainement revenir aussi là-dessus, évidemment, c'est toutes ces manifestations qu'on a pu voir sur le pass sanitaire. C'est assez dingue, je crois que c'est assez inédit dans l'histoire de France de voir des manifestations et surtout des manifestations de cette ampleur à la fin du mois de juillet. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Et pouvoir parler à des personnes plus âgées que moi, c'est aussi complètement inédit. Ils n'ont jamais vu des manifestations comme il y a eu pour le pass sanitaire. Et on sait en plus que les chiffres officiels sont complètement sous-estimés, c'est-à-dire que les chiffres annoncés pour ce samedi, par exemple, étaient 161 000 personnes à travers toute la France, dont 11 000 à Paris. Sauf qu'à Paris, il y avait 3 manifestations, dont une grosse manifestation place du Trocadéro, je suis intervenu d'ailleurs en visio, et il y avait plus de 11 000 personnes à ce seul rassemblement. Il y avait aussi, comme j'ai vu les images, énormément de monde à Bastille pour le défilé à Bastille. Donc c'est complètement sous-estimé. Donc 161 000, on peut multiplier certainement au minimum par 5. Je pense qu'il y avait un minimum 600 000 personnes et il n'est pas du tout exclu qu'il y ait eu plus d'un million de personnes. Quand on voit l'AFP qui reprend les chiffres de la police, normalement un journaliste, il est censé quand même vérifier les faits. Et là, de reprendre ces chiffres bruts sans le moindre recul, en fait, on a vraiment l'impression d'une presse française qui est devenue une sorte de Pravda et qui vraiment il reprend les communiqués du pouvoir sans réfléchir, sans avoir un minimum d'esprit critique et de voir que ces chiffres sont complètement bidons. Donc ça, c'est quelque part assez ridicule et ça déshonore en fait la démocratie française. Mais comme le pass sanitaire lui-même déshonore en fait la France. Et je l'avais expliqué dans mon discours, je vais faire un petit développement là-dessus avant de prendre les premières questions. Le pass sanitaire,
c'est liberticide et c'est complètement discriminatoire. Et en fait, comme j'explique souvent, moi je l'ai dit, je ne suis pas défavorable à la vaccination. Je pense même que c'est une des armes majeures de la sortie de crise. Mais la grande différence entre une démocratie et un régime autoritaire, c'est que en démocratie, en fait, on convainc ses citoyens. Alors que quand on est en régime autoritaire, on contraint les citoyens. Et Emmanuel Macron, en fait, ce qu'il a fait quelque part, et son allocution du 12 juillet était absolument dingue, de brutalité. Et quand on cherche à contraindre en fait les Français comme ça, on a l'impression en fait qu'Emmanuel Macron a une sorte de jouissance à contraindre les Français parce qu'il n'a absolument rien fait pendant tous les mois avant pour convaincre les Français de la vaccination. C'est même plutôt le contraire. En fait, Emmanuel Macron, quand on voit maintenant l'amalgame qu'il fait, que le gouvernement, que les médias fait en disant que les gens qui sont contre le pass sanitaire, c'est une espèce de bande d'antivax, etc. C'est absolument ridicule parce que dans les manifestations, j'étais en visio la dernière, mais j'étais en présentiel à celle du samedi 17 juillet. Il y avait des gens qui venaient de tous les milieux, il y avait des gens qui étaient vaccinés, des gens qui n'étaient pas vaccinés. C'est pas du tout une espèce de secte anti-vax qui défile contre le pass sanitaire. C'est une caricature qui est grotesque. Et elle est d'autant plus grotesque, en fait, que Emmanuel Macron lui-même a été le premier anti-vax, quelque part. Puisque Emmanuel Macron, en fait, rappelez-vous, dès le début, en décembre 2020, il était là à dire que les vaccins, on ne sait pas trop, on n'a pas de recul, on ne sait pas trop l'efficacité. Et surtout, il a mené une cabale personnelle contre le vaccin AstraZeneca, qui est d'ailleurs le seul vaccin qui est vendu à prix coûtant. Rappelez-vous, Emmanuel Macron, le 29 janvier 2021, expliquait sans la moindre preuve scientifique que le vaccin AstraZeneca était quasiment inefficace pour les plus de 65 ans. C'était basé sur absolument rien. Ça s'est avéré d'ailleurs faux après, mais Emmanuel Macron a fait ça par politique en fait, parce que, rappelez-vous, ça a été juste après un retard de livraison d'AstraZeneca, et donc Emmanuel Macron a balancé cette fake news et y a contribué en fait à la défiance des Français. Donc on peut dire que Emmanuel Macron, c'est le premier des anti-vax, et donc il ferait mieux de ne pas donner de leçons aux Français qui manifestent contre le pass sanitaire. Et il a fait la même chose d'ailleurs sur le vaccin russe Spoutnik et Olivier Véran. J'avais fait une vidéo d'ailleurs l'été dernier où j'expliquais que si le vaccin russe était efficace, il n'y avait absolument pas la moindre raison de l'écarter, et Olivier Véran avait déjà expliqué par principe qu'ils écarteraient le vaccin russe. Donc on voit bien qu'il y a une dimension là-dedans qui est complètement politique, qui n'est pas du tout sanitaire, et en fait il joue avec la politique, il joue avec la santé des Français, et ça c'est absolument criminel. Alors je vais prendre vos questions, je vois qu'il y a eu des questions maintenant, je regarde ça. Alors je remonte le fil. J'ai appris lors d'une conférence de Front Populaire que vous alliez collaborer plus souvent avec eux. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce partenariat Front Populaire Génération Frexit? Bah écoutez, de toute façon, Front Populaire, vous avez certainement suivi. Front Populaire, le travail qu'ils font est énorme en fait au niveau de la bataille des idées. Front Populaire, ça a été lancé d'ailleurs quasiment en même temps que Génération Frexit, ou à peu de choses près. Et c'est un élément essentiel de la bataille des idées, puisque Front Populaire défend une vision souverainiste de la France avec tout un tas de contributeurs, à la fois dans la revue papier et à la fois sur le site internet de Front Populaire. Et vous l'avez vu, en tout cas, j'ai écrit de nombreux articles pour Front Populaire, notamment sur le site internet. Il y a eu beaucoup de personnes de Génération Frexit qui ont écrit des articles, notamment Jean-Baptiste Baron, qu'on a écrit plusieurs. Et donc, il y a beaucoup de personnes de GF qui contribuent. Et je pense que c'est très sain, puisque Génération Frexit a une dimension de mouvement, de rassemblement, pas de parti politique en disant on est les seuls, on est les meilleurs, on est dans notre coin, etc. Nous, on veut au contraire, on se bat avant tout pour les idées. Je pense que le Front Populaire fait beaucoup à l'heure actuelle pour les idées souverainistes en France. Donc, on est très heureux de collaborer avec eux. Je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant, qui font beaucoup pour la France. Et nous, évidemment, on a lancé tout un tas d'initiatives. On a lancé notamment, et vous l'avez vu, la pétition pour un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, qui, je pense, est l'option la plus viable, la plus crédible, même si on va revenir certainement sur 2022, mais je pense que c'est l'option la plus viable, la plus crédible à court terme pour sortir de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'il faut écarter la voie électorale, mais je pense que c'est le plus crédible. On a lancé ça, on a eu des soutiens absolument. Il n'y a jamais eu un tel rassemblement de personnalités, de partis politiques aussi divers pour soutenir une cause. Et d'ailleurs, Front Populaire a été soutien du grand événement qui a eu lieu le 29 mai, qui était en anniversaire du nom de 2005. Et Front Populaire soutenait, ils ont fait une émission spécifique là-dessus. Donc évidemment, je pense que les souverainistes du maire général ont tout intérêt
à travailler ensemble plutôt que d'être en permanence dans la division. Et malheureusement, il y en a certains qui ne passent leur temps qu'à alimenter la division, alors que je pense qu'évidemment, sinon tout le monde serait dans la même partie que les souverainistes. D'ailleurs, moi, j'ai pas la même analyse que tel ou tel parti ou tel autre chef de parti souverainiste sur la crise sanitaire ou sur d'autres options. Mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a le plus grand dénominateur commun, à chaque fois qu'il y a un point où on est d'accord, ben, ça me paraît normal, naturel, et on fait plus le poids en se rassemblant. On l'a fait, on a mené le combat de front sur une pétition pour obtenir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, et on a eu un soutien massif, et quasiment le 99% des partis souverainistes qui soutiennent cette initiative. Et en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, moi je n'étais pas d'accord avec tout ce qui s'était dit d'autres partis sur la crise sanitaire, mais quand il s'agissait du pass sanitaire, le pass sanitaire qui est liberticide, qui crée une discrimination entre les Français, bah là évidemment qu'on a répondu à l'appel et qu'on est allé aux manifestations. En l'occurrence, celle-ci, les deux dernières, étaient organisées par Florian Philippot des Patriotes, et je trouve ça très bien qu'il l'organise. Et comme on est d'accord sur cette idée, je trouve ça stupide de dire parce que je ne suis pas d'accord sur ce que vous dites sur la crise sanitaire, il faut tout rouvrir, etc. Moi, je pense que le Covid, c'est quelque chose de dangereux. Je pense que la vaccination peut aider, mais je trouve ça complètement stupide d'avoir une attitude sectaire et parce qu'on n'est pas d'accord sur tel ou tel point de ne pas y aller alors que c'est une manifestation sur la question du pass sanitaire et qu'on est d'accord. Et d'ailleurs, je regrette que tous les souverainistes ne soient pas unis, et d'ailleurs même au-delà, parce que la question du pass sanitaire va même au-delà de la question du Frexit et du souverainisme. La question du pass sanitaire, c'est une question très urgente à court terme, c'est une question politique et qui est du modèle de société qu'on veut. Est-ce qu'on veut un modèle de société de flicage, de contrôle social permanent? Est-ce qu'on veut cette société où des Français vont contrôler les autres, où on va fliquer tel ou tel, où on va avoir des citoyens de première classe et des citoyens de seconde zone? En tout cas, moi, c'est pas ce que je veux pour mon pays, et je pense que sur cette question-là, on est très nombreux à être d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça que les manifestations contre le pass sanitaire ont rassemblé énormément de monde, parce que cette question unit. Et je pense, et je trouve en tout cas que quand il y a unité sur cette question-là, c'est complètement stupide de ne pas y aller parce qu'il y a la position d'un tel ou un tel. Moi, je pense qu'il faut au contraire faire l'unité. Et ceux qui ne le font pas, ils se décrédibilisent. En fait, ils montrent qu'ils marchent plus pour une boutique quelque part que pour le combat. Alors qu'à Génération Frexit, on est là, et on l'a toujours dit, on est là avant tout pour les idées. On n'est pas là pour faire tourner une boutique, et on est dans une espèce de trait d'union, de rassemblement avec tous ceux qui ont la France à cœur et tous ceux qui veulent que la France sorte de l'Union européenne. Mais on ne se limite pas à ce sujet-là, puisque comme vous le savez, le slogan de Génération Frexit, c'est reprendre le contrôle. Donc il est évident qu'on traite d'autres sujets que la seule Union européenne, et cette question du pass sanitaire était clairement en fait dans l'objectif et dans les idées de Génération Frexit. Quand on veut reprendre le contrôle, on ne peut pas laisser la France aller dans une optique complètement liberticide. On ne peut pas laisser la France prendre comme modèle le Tadjikistan ou le Turkménistan, parce que c'est ça la réalité. Un pass sanitaire aussi étendu, c'est mis en place dans des pays de type Turkménistan ou Tadjikistan. Comme j'ai dit, c'est des régimes autoritaires. Et donc la France de Macron à l'heure actuelle, et le montre avec cette question du pass sanitaire, va vers un régime complètement autoritaire, et ça c'est quand même à condamner. Et c'est pour ça qu'on était là sur le pass sanitaire, d'ailleurs pas qu'à Paris, parce que moi j'ai parlé à Paris, mais on avait des membres de Génération Frexit partout à travers la France qui ont manifesté. Il y en avait en Aquitaine, il y en avait à Nantes, il y en avait un petit peu partout, et c'est très bien. On a appelé d'ailleurs à manifester partout, et je vous invite, ceux qui m'écoutent aussi, les prochaines manifestations, si le gouvernement ne recule pas, d'aller manifester parce que c'est trop important, et on n'est pas là à dire parce qu'il y a un tel qui manifeste, on ne va pas y aller. Non, on y va sur cette question-là, donc on n'a pas à rougir, on ne fait pas une alliance. Quand on va à une manifestation sur un sujet, on combat ensemble le même sujet, et ça me paraît très sain, et il ne faut jamais en fait avoir cette attitude sectaire, c'est absolument détestable, et c'est une attitude de boutiquier. Alors, je vais prendre d'autres questions. Je vois un commentaire, priorité, contrôler nos frontières qui sont des passoires depuis l'UE. Bah, ça, c'est une réalité, on l'a vu évidemment. Quand on veut reprendre le contrôle, on reprend aussi le contrôle de nos frontières. Donc ça veut dire non seulement sortir de l'Union européenne, et aussi sortir de Schengen. Les derniers attentats qu'il y a eu en France, il y en a tout un tas qui auraient pu être évités parce qu'il y a des personnes, au lieu de traverser 6 frontières, quand elles sont arrivées d'Italie, de Grèce ou d'ailleurs, bah, ces personnes-là, dans Schengen, elles ont pu circuler, elles sont arrivées en France et elles ont commis des attentats. Donc il est évident qu'il faut reprendre le contrôle des frontières, et ça n'a rien
on a souvent l'idée, en tout cas que veulent faire passer certains médias ou certains politiques démagogues, de dire que ça serait une espèce de barrière, de barbelé, un truc complètement fermé, des murs, des murs. Non, contrôler les frontières, on est au 21e siècle, maintenant c'est très rapide. Vous êtes peut-être déjà allé au Royaume-Uni, même avant d'ailleurs qu'ils sortent de l'Union européenne, le Royaume-Uni n'était pas dans Schengen. Quand vous allez au Royaume-Uni, vous avez un passeport biométrique, vous arrivez en fait soit à la gare ou soit à l'aéroport selon votre moyen de transport et vous avez des bornes en fait automatiques où vous passez votre passeport biométrique, ça prend 2 minutes et ça y est, vous avez passé la frontière. Et ça veut dire quoi en fait des frontières? Ça veut dire contrôler. Ça veut dire que vous contrôlez qui est sur votre sol, qui rentre, qui sort et ça vous permet d'avoir la vision. Ou s'il y a quelqu'un qui est identifié comme dangereux, vous pouvez directement le neutraliser. Et c'est normalement la base, en fait. Une frontière, qu'est-ce que c'est? C'est comme une porte. Une porte, ça ne veut pas dire qu'elle est toujours fermée ou toujours ouverte, mais quand vous avez une porte dans votre appartement, vous décidez de l'ouvrir ou de la fermer. Bah, la frontière, c'est exactement la même chose. Et évidemment qu'il faut reprendre le contrôle de nos frontières. Alors, un avis sur la BCE avec la fin du PEPP. Pour ceux qui ne le savent pas, le PEPP, en fait, c'est le quantitative easing spécifique qui a eu lieu au moment de la crise sanitaire, c'est-à-dire que la Banque centrale rachète sur les marchés financiers, donc à des banques commerciales, les obligations d'État, ce qui permet en fait de manière assez fictive de faire baisser les taux d'intérêt des obligations et donc de se financer à des taux plus faibles pour les différents États membres de l'Union européenne, enfin du moins de l'Union européenne et en particulier de la zone euro. La fin, moi je ne pense pas qu'on va vers une fin à court terme. Disons que dans ce système-là, la problématique, c'est qu'ils sont complètement piégés. Pourquoi ils sont piégés? On le voit, il commence à y avoir des signes en fait de retour de l'inflation. Et donc la logique, et on voit déjà les Allemands qui sont dans cette logique-là, les Allemands commencent à dire il faut peut-être arrêter parce que le retour de l'inflation, ça va être dangereux. Les Allemands ont peur de la perte de leur compétitivité, ils ont peur à chaque fois pour leur pouvoir d'achat, ils ont une peur de l'inflation. Et donc si qu'est-ce qui se passerait en fait si la BCE arrêtait ses rachats? Ça veut dire que les taux d'intérêt de la dette publique des différents États, notamment de la zone euro, augmenteraient. Et donc le problème, c'est qu'avec une dette qui a largement augmenté avec le Covid-19, si les taux d'intérêt augmentent, il va y avoir un problème de refinancement pour tout un tas de pays, et notamment les pays du Sud, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, où ça serait très difficile. En fait, le risque, s'ils arrêtent de faire cela, ou s'ils augmentent les taux d'intérêt, ce qui sont deux mécanismes différents de la Banque centrale, s'ils font ça, le risque, en fait, c'est qu'ils ne puissent plus se financer et qu'il y ait des sorties de facto de la zone euro. J'avais écrit d'ailleurs tout début 2020 avec Alexandra Phillips, qui était députée européen du Brexit Party. J'avais écrit un article spécifiquement là-dessus. C'est un scénario qui est possible en disant est-ce que la crise du Covid-19 va faire éclater la zone euro? En fait, c'est ce scénario-là qui revient un petit peu sur la table à l'heure actuelle que j'expliquais déjà à l'époque, que nous expliquions. Et voilà, donc ça, c'est pour ça que je ne crois pas, en fait, qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils vont être devant un dilemme terrible. C'est-à-dire que si l'inflation augmente énormément, ils vont être obligés de bouger, mais ils savent que s'ils bougent, ça peut provoquer la fin de la zone euro. Et donc, ils sont vraiment au bout d'un système. Et de toute façon, ce problème du quantitative easing, d'une manière générale, c'est que c'est très peu efficace sur l'économie réelle. On commence à voir l'inflation sur l'économie réelle, mais l'inflation, elle se trouve où? Elle se trouve, en fait, sur les marchés financiers. Pourquoi? Comme j'ai dit juste avant, quand vous avez la Banque centrale qui n'achète pas directement aux États, parce que sinon on pourrait dire qu'ils achètent aux États, les États investissent, ça va dans l'économie réelle. Ils n'achètent pas aux États, cette dette n'achète pas directement, ils le rachètent sur le marché secondaire aux banques commerciales. En fait, les banques commerciales se retrouvent avec ces liquidités et comme les obligations de toute façon ont des rendements du coup qui sont très faibles par ce mécanisme-là, qu'est-ce qu'elles font ces banques-là? Elles vont sur les marchés actions et c'est pour ça qu'on a vu une explosion des actifs. On parle souvent, et vous avez sans doute entendu parler, on explique que durant cette crise, les milliardaires se seraient beaucoup enrichis. C'est vrai sur le papier, mais c'est que théorique en fait, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les marchés actions, du fait de ces quantitative easing, ont augmenté en flèche. Et donc, c'est une fortune qui est fictive. C'est-à-dire que tant que ces milliardaires n'ont pas vendu quelque part leur titre d'action, bah cet argent-là, ils ne l'ont pas. C'est une valeur d'action. Et si demain la bourse s'effondre, bah on pourrait dire qu'ils perdront autant de fortune. Mais quelque part, c'est pas du cash sonnant et trébuchant. C'est principalement le fait de l'augmentation des actions. Alors, je vais vous prendre une autre question.
Jim, bonsoir Charles-Henri, te présentes-tu à l'élection présidentielle? Non, je ne vais pas me présenter à l'élection présidentielle parce que je l'ai dit, en fait, nous on est dans une optique de rassemblement. Je ne veux pas faire de la division et rajouter un autre candidat souverainiste à l'élection présidentielle. Et je pense de toute manière qu'à cette élection présidentielle de 2022, c'est très tôt et je ne vois pas en fait d'autre option de la gagner à court terme que en mettant la pression pour qu'un candidat, même d'ailleurs s'il est hostile au Frexit, mette un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne dans la question parce que vous le savez très bien avec notamment le Covid, là pour le moment il n'y a pas de campagne, la question de l'Union européenne avec la crise du Covid-19 est complètement reléguée à l'arrière-plan, même s'il y aurait plein de choses à dire sur la réforme des retraites, le plan de relance, etc. Médiatiquement, ça va être complètement à l'arrière-plan. Et dans le cas de l'élection présidentielle, là, à l'heure actuelle, c'est complètement centré sur le Covid, c'est pas centré sur l'Union européenne. Et vous allez avoir l'exercice de style en fait habituel où l'Union européenne va être qu'un seul volet au milieu de agriculture, culture, économie, défense, etc. Et en fait, on en parle très peu. Donc, de gagner une élection présidentielle exclusivement sur la question du Frexit, ça me paraît très peu réaliste en fait. Malheureusement, on peut le regretter, mais c'est une réalité. Je pense que l'élection où on peut peser, mais il faut travailler à cela, et j'invite d'ailleurs tous les souverainistes, mais à le faire aussi au niveau de Génération Frexit. J'invite tous les souverainistes à travailler. L'élection où on peut faire poids, c'est notamment l'élection européenne. Et on le voyait d'ailleurs au Royaume-Uni. Nigel Farage n'a jamais passé les 2-3% à des élections générales, mais il a mis la pression. Il a mis la pression notamment lors des élections européennes, où la question de l'Union européenne est une question qui est centrale. Et là-dessus, le UKIP qui faisait des scores assez médiocres en fait aux élections générales, aux élections européennes, ont pu faire des très gros scores parce qu'il y a moins cet aspect du vote utile, parce que c'est centré sur la question de l'Union européenne. Et je pense qu'il faut vraiment aller là-dessus. Alors nous, on ne va pas rester inactifs, on va regarder évidemment lors de cette élection présidentielle quels sont les programmes des différents candidats, quel candidat est prêt à inclure un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, et pourquoi pas peut-être appeler à voter ou autre, on ne sait pas, on est très loin d'une alliance ou autre, mais je pense qu'on va vraiment regarder tous les candidats et qui présentent ce référendum, mais on ne veut pas rajouter une division de plus là-dedans, et on va continuer de toute façon l'action de Génération Frexit. On a toujours dit qu'on n'était pas un parti dit électoraliste. Ça veut dire qu'on ne dit pas quoi qu'il arrive, il faut qu'on aille aux élections, faire tourner notre petite boutique. Ça ne veut pas dire qu'on écarte de se présenter à des élections. Comme j'ai dit, j'ai parlé par exemple des élections européennes un petit peu en avant. Si pour peser, il faut se présenter aux élections, on va y aller, mais on ne va pas se présenter aux élections pour se présenter aux élections, quoi qu'il arrive. On n'est pas dans une optique électoraliste. Donc on va continuer et on va pousser à la présidentielle et après cette idée d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Et après, comme j'ai dit, on va travailler quoi qu'il arrive pour le rassemblement et on l'a fait, on discute avec 99% des forces souverainistes qui existent, on discute avec tout le monde, on essaye à chaque fois de trouver un plus grand dénominateur commun et on va essayer de pousser ensemble cette idée d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne et pourquoi pas travailler aussi après électoralement pour peser le plus possible, mais toujours dans une optique d'union et pas dans une optique de boutique, de secte et de division. On est là pour gagner, pour faire gagner des idées. On n'est pas là pour que ce soit Charles-Henri Gallois, etc., ou Génération Frexit. On est là, évidemment, qu'on va pousser, on va défendre Génération Frexit, mais toujours dans l'optique de défendre d'abord les idées avant de défendre un mouvement. On est là pour le pays, en fait, avant les partis. On va garder cette optique-là. On n'est pas là pour faire évidemment pour faire évidemment juste une boutique de plus. Ça n'aurait pas de sens et sinon j'aurais arrêté la politique il y a bien longtemps. Alors, je regarde d'autres questions. Le truc, c'est que ça défile assez vite. Il y en a déjà pas mal. C'est très bien. Continuez à en poser. Continuez à en poser. Tac, tac, tac. Alors, il y a un lien, et c'est pas une question, mais il y a un lien qui a été posé. Sortir de l'impasse anxiogène du Frexit, c'est un très bon sujet. Et là, c'est pas une question, j'aimerais rebondir dessus. C'est très important. Je suis d'accord là-dessus. Essentiellement, en fait, je pense que c'est complètement stupide de vendre le Frexit
comme une fin en soi. En fait, le Frexit doit être un moyen. Le Frexit doit être vendu. On veut, par exemple, on l'a dit, reprendre le contrôle de nos frontières pour lutter contre l'immigration illégale, même pour réduire l'immigration, pour mieux intégrer les gens qui arrivent. Ça, c'est du concret, en fait. Et ça, les gens savent pas. De la même manière, on veut évidemment reprendre le contrôle, on veut réindustrialiser la France. Et le Frexit, à chaque fois, ne doit pas être vendu comme une fin en soi, mais doit être présenté comme un moyen. C'est ce qu'est le Frexit. En fait, le Frexit, ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition qui est nécessaire. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est sorti de l'Union européenne que demain, du jour au lendemain, on va avoir recouvert notre souveraineté. Les Britanniques, d'ailleurs, le voient. La question, par exemple, qui me tient à cœur de la réindustrialisation de la France, bah, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est-à-dire que quand vous sortez de l'Union européenne, il y a le champ des possibles qui s'ouvre. C'est-à-dire que vous allez sortir de l'euro, vous allez pouvoir reprendre en main votre compétitivité, vous allez pouvoir faire du protectionnisme intelligent, mais en fait, ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas en claquant les doigts, ou sinon c'est mentir aux gens que de dire ça ne se fait pas du jour au lendemain, de reconstruire des filières industrielles, et ça, c'est un travail qui se fait après le Frexit, et de le faire filière par filière, en commençant par les filières les plus stratégiques. Je pense notamment à la défense, je pense à la question de la souveraineté numérique. Et toutes ces questions-là, en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain en claquant les doigts. Ce n'est pas parce que vous avez fait le Frexit que ça va se faire. Ça va être toute une politique économique, numérique, industrielle derrière qui va vous permettre de le faire. Mais la grande différence, c'est parce que vous aurez quitté l'Union européenne que vous pourrez faire ce protectionnisme intelligent et que vous pourrez faire en sorte de favoriser en fait la production en France. Et donc voilà, c'est vraiment, je pense, cette idée-là sur laquelle il faut appuyer. Le Frexit n'est en aucun cas une fin en soi. C'est une, c'est ce qui permet en fait de reprendre le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Ça m'affiche vraiment, ça, c'est pas très bien fait. Faut que j'aille, je pense, sur le truc. Parce que ça ne m'affiche que les dernières questions. Hop. Alors voilà, là je vais pouvoir avoir beaucoup plus de questions, ça va être bien plus pratique. Que pensez-vous qu'il faut faire pour que le mouvement anti-pass ne finisse pas comme les gilets jaunes? Alors, c'est très. Alors, je pense que le mouvement anti-pass, il y a une composante indéniable. On retrouve cet esprit des gilets jaunes dans le sens où pour avoir fait la manifestation, notamment de samedi dernier, on voit que ça rassemble vraiment des gens venus de tous les horizons, exactement comme pour les Gilets jaunes. C'est pas tenu par un parti, par un syndicat. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons, des Gilets jaunes. J'ai vu beaucoup de femmes aussi, des gens de la diversité. C'était vraiment très divers et ça rappelait cet aspect des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, en fait, malheureusement, ça s'est terminé pour plusieurs raisons. En fait, il y a eu les fausses promesses, enfin les promesses un petit peu bidons d'Emmanuel Macron, de fausses hausses du SMIC, etc. Vous vous rappelez certainement de tout ça. Et après, il y a eu une répression féroce, autoritaire, policière dans la rue qui a fait que bah, toutes les familles et tous les gens qui allaient manifester pacifiquement, paisiblement dans la rue, après, étaient inquiets et n'allaient de toute façon plus manifester. Et finalement, il a tué, il a cassé le mouvement des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, on peut dire un petit peu à la schlag et en réprimant massivement. Sur cette question du pass sanitaire, peut-être que la stratégie d'Emmanuel Macron va être la même, celle du pourrissement. Peut-être qu'Emmanuel Macron va se dire, bah, il y a le mois d'août qui va arriver et donc ça va se tasser de soi-même. Ça, j'en suis pas persuadé, parce que comme j'ai dit, moi, j'ai jamais vu des manifestations de cette ampleur. En fait, fin juillet, en plein milieu de l'été, on n'a jamais vu ça. Normalement, il n'y a pas de manifestation entre le 14 juillet et le 15 août. Ça n'existe normalement jamais. Et donc, c'est porteur d'espoir et on voit que les gens se mobilisent. Comme j'ai dit, c'était très divers. Il ne faut pas tomber dans les caricatures complètement ridicules et débiles des médias qui ont été faites sur ces manifestations du type complotiste, extrême droite, anti-vax, etc. Comme j'ai dit, en fait, il y avait vraiment des gens qui venaient de tous les horizons et c'est complètement caricatural de généraliser comme ça. C'est absolument ridicule. Et d'ailleurs, tous ceux qui étaient dans les manifestations se rendre bien compte en fait que ce genre de caricature n'est rien d'autre que de la désinformation. Et donc voilà, c'est vraiment l'option. Est-ce que il y a deux options en fait. Soit Emmanuel Macron va
s'affairer à son régime autoritaire et va essayer de casser le mouvement, voire par la violence, comme ce qui a été le cas sur les Gilets jaunes, ou soit l'option que j'espère, et on croit qu'il faut continuer à se mobiliser, c'est que Emmanuel Macron va céder. Il peut céder de plusieurs manières à ces manifestations, tout simplement parce que le pass sanitaire ne sera pas appliqué, ne sera pas applicable. Il faut aussi y aller de tout bois sur les recours juridiques, notamment, moi je pense qu'il faut saisir le Conseil constitutionnel pour une rupture d'égalité claire, parce que c'est quand même assez ahurissant en fait qu'il y ait l'annonce d'Emmanuel Macron le 12 juillet et une application du pass sanitaire au 1er août. C'est-à-dire que même quelqu'un en fait qui voudrait se faire vacciner juste après l'allocution d'Emmanuel Macron, de toute façon, il ne peut même pas avoir son pass sanitaire le 1er août. Donc il y a rupture d'égalité de facto. Et en plus de ça, c'est d'autant plus se moquer du monde que la France ne dispose que de 9 millions de doses de vaccins, alors qu'il y a 16 millions de personnes qui sont éligibles à ce pass sanitaire. Donc ça voudrait dire qu'il faut 2 doses, 32 millions de vaccins, plus 7 millions de vaccins des personnes qui ont eu une première dose et qui attendent la deuxième dose. Donc en fait, il faudrait, pour que toutes les personnes éligibles au pass sanitaire soient vaccinées, il faudrait 40 millions de doses. On n'en a que 9 millions en stock. Et ça, ils le savent pertinemment, c'est-à-dire que sachant cela, et en le mettant au 1er août, Emmanuel Macron a fait le choix délibéré de discriminer quasiment la moitié des Français. C'est absolument dingue. Et je pense que sur cette base-là, il y a une rupture d'égalité qui est claire. Et les parlementaires, normalement, s'ils faisaient leur travail, devraient saisir le Conseil constitutionnel là-dessus et dire qu'il y a rupture d'égalité claire. Parce qu'évidemment qu'on va leur dire non, il n'y a pas rupture d'égalité parce qu'ils peuvent aller faire un pass sanitaire, mais il ne faut pas se moquer du monde. Pour aller au reste des actes du quotidien comme aller prendre le train ou aller dans les restaurants. On ne va pas faire un pass sanitaire tous les 2 jours, ou même pour les personnes qui travaillent dans ces secteurs-là. Je pense notamment aux serveurs dans les restaurants, dans les bars. Ils ne vont pas faire un test PCR tous les 2 jours. Donc en fait, c'est un truc qui est complètement inapplicable. Et donc c'est-à-dire qu'ils ont décidé de discriminer les Français. Et ça, évidemment, que ça doit être dénoncé fermement. Et il faut continuer la mobilisation, comme je vous l'ai dit, à ces 2 scénarios. La répression, et ça fait un régime autoritaire, ou soit on gagnera, évidemment, j'espère que l'on va gagner. Il faut tous se mobiliser ensemble. En tout cas, moi, je répondrai aux différents appels à chaque fois, comme je vous l'ai dit, dans une optique d'ouverture sur cette question du pass sanitaire et pas dans une optique sectaire. Alors, je vais vous prendre d'autres questions hors sujet, Monsieur Gallois. La marque Lacoste n'est plus une marque française, elle a été rachetée par des capitaux étrangers. Oui, peut-être, mais celui-ci, en tout cas, ce polo-là, il est fabriqué en France. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Donc, parfois, vous savez, il vaut mieux une marque étrangère, on peut parler des voitures hautes, qui est fabriquée en France, qu'une marque française qui produirait à l'étranger. Donc, je vous rassure, ce polo avec les couleurs en plus du drapeau tricolore est fabriqué en France. Je prends une autre question. Alors ça, j'ai déjà répondu sur la présidentielle. J'ai répondu. Une politique économique après le Frexit, bah ça j'en ai parlé. Je pense que la priorité, si on veut notamment relancer l'emploi, puisque pour un emploi industriel, vous avez 3 à 4 emplois de services qui sont liés. La priorité, en fait, si on veut relancer l'emploi, qui est normalement la priorité numéro un que devrait avoir un gouvernement, ça passera par une réindustrialisation de la France, par une relocalisation. Et en plus, c'est très bon d'un point de vue écologique. On parle souvent d'écologie. Il y a les Verts qui ont un petit peu capté ce sujet-là, ce qui est ridicule quand dans leur nom, il y a Europe, écologie, les Verts, et que c'est l'Union européenne qui promeut tous les traités de libre-échange. Le premier acte écologique, même si ce n'est pas le seul, qui devrait avoir lieu, c'est évidemment de relocaliser la production, c'est-à-dire de consommer des produits qui sont faits à quelques kilomètres plutôt que d'aller les importer à 4, 5 000, parfois 10 000 kilomètres de là. Ça n'a absolument aucun sens. C'est le premier acte écologique, c'est de réindustrialiser en France et de relocaliser la production. Et je pense que ça va être la première priorité d'une politique économique d'un gouvernement post-Frexit. Alors, quel candidat que tu présentes pour porter les revendications de génération Frexit ou tout le moins celle du référendum à l'appartenance à l'Union européenne? Alors évidemment, je ne suis pas seul à génération Frexit, on est déjà nombreux et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Si vous vous retrouvez d'ailleurs dans ce combat de rassemblement non sectaire, ouvert aux autres, pour promouvoir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, pour donner aussi des solutions à la France de l'après-Frexit, pour reprendre le contrôle, qu'est-ce qu'on va faire? On a tout un tas de commissions qui travaillent très bien. Je pense à la commission notamment de Maxime Amblard au niveau de l'énergie, de l'écologie, qui travaille,
qui a fait d'ailleurs, et je vous invite à rejoindre le Discord public de Génération Frexit, où il y a souvent des exposés sur une thématique. Il y en a eu très récemment sur l'énergie qui était passionnante. Il y en a eu aussi sur la question du monde du travail avec Jean-Dran Chabot. Il y a tout un tas de commissions qui travaillent, qui réfléchissent à des solutions justement de la France, de l'après-Frexit, parce qu'on ne veut pas être seulement dans la critique de l'Union européenne, même si je pense que la critique de l'Union européenne est nécessaire pour que nos compatriotes ouvrent les yeux, se rendent compte de la nocivité en fait de l'Union européenne et le fait qu'il faut en sortir. Mais je ne pense pas qu'on peut convaincre que par la négative, il faut aussi proposer des solutions, évidemment, tout en expliquant que ces solutions seront applicables grâce au Frexit. Mais je pense qu'il faut être aussi dans l'aspect positif, proposer des solutions et pas être juste uniquement dans la critique pure de l'Union européenne. Donc on s'y attelle. Je ne suis pas seul, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres personnes de Génération Frexit qui contribuent à Front Populaire. Il y a des équipes dans des commissions partout. Et j'invite d'ailleurs tous ceux, et c'est très important, comme je vous l'ai dit, qui se retrouvent dans ce combat, à rejoindre Génération Frexit. Vous connaissez notre site, en plus on a vu des problèmes techniques, mais ils sont en passe d'être résolus. Je reviendrai dessus, mais vous pouvez aller sur générationfrexit.fr. Très bientôt, vous pourrez tous adhérer. Je vous invite évidemment à adhérer à Génération Frexit. Si vous voulez porter ce combat, si vous voulez aider, vous pouvez aider évidemment de plusieurs manières. Il y a le militantisme de terrain classique. On a des personnes, et vous avez vu certainement des photos sur les Facebook, qui collent des affiches. On a des personnes qui font vraiment ce militantisme de terrain, de tractage. On a des personnes aussi qui, évidemment, militent pour la question du référendum. Il y a eu des tables d'information, vous l'avez vu, à travers la France. On espère que ça va continuer, que ça va s'amplifier sur le référendum. Et je vous invite à signer aussi la pétition si vous ne l'avez pas fait, référendum-ue.org. Il y a eu des tables d'information qui ont été menées avec des signatures. C'était magnifique, des gens qui sont allés chercher des signatures un petit peu partout en France. Ça, c'est le travail de terrain. Et on a aussi, si vous voulez contribuer, à tout le travail de réflexion qui est plus, disons, programmatique pour obtenir ce Frexit, pour donner envie de ce Frexit. Et là, vous avez toutes les différentes commissions de Génération Frexit qui existent sur l'éducation, sur le travail, une commission qui se met en place aussi sur l'économie, sur l'énergie et écologie. Donc tout ceci se met en place. Si vous voulez aider dans cette optique d'ouverture et porter haut les couleurs du Frexit sur une dimension positive, bah, évidemment, je vous invite à rejoindre Génération Frexit. Et je vais regarder, normalement, on va me prévenir, mais ça sera opérationnel très bientôt, où vous pourrez adhérer. Évidemment, on a besoin de vous, puisque toutes ces actions qui sont menées, notamment Génération Frexit a beaucoup financé l'opération de la pétition référendum UE. Donc, c'est très bien si vous voulez contribuer à la fois au référendum, à cette pétition sur le référendum et à la question du Frexit. Ben, je vous invite évidemment à adhérer à Génération Frexit et évidemment, on va travailler à chaque fois avec les autres. Et quand on a fait les tables rondes d'ailleurs, enfin les tables rondes, les tables d'information, vous aviez souvent d'autres mouvements, partis politiques qui étaient là parce qu'on est vraiment dans une optique de travailler ensemble, de travailler pour le bien commun et pour obtenir ces objectifs. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez jamais être dans quelque chose de fermé. On est là et on sera là à chaque fois pour cette ouverture. Et je vous invite à adhérer, je vous le redirai au fur et à mesure. Alors, je vais prendre une autre question. Quel risque pour l'économie française s'il y a le Frexit, à la différence du Brexit, on a l'euro? Ça me fait penser à. J'ai vu une déclaration qui était passée d'Éric Zemmour qui disait peu ou prou la même chose, qui expliquait ben, c'est différent la France du Royaume-Uni, c'est beaucoup plus compliqué parce que la France, en fait, est dans Schengen et dans l'euro, ce n'était pas le cas des Britanniques. Mais j'ai envie de lui dire que c'est en fait tout le contraire. C'est au contraire parce que nous sommes dans l'euro et dans Schengen que nous avons encore plus intérêt par rapport aux Britanniques de sortir de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la sortie de l'euro amènera un coup de fouet positif direct à la France au niveau de la compétitivité. Les Britanniques, eux, n'ont pas pu bénéficier de ça. Même s'il y a eu une dépréciation à court terme de la livre, la France a en fait un intérêt maximum, au contraire, à sortir de l'euro. Et c'est un argument de plus par rapport à nos amis britanniques pour sortir de l'Union européenne. Et la question des frontières et de Schengen, on en a aussi parlé. Évidemment que c'est au contraire un argument de plus pour sortir de l'Union européenne. Et de toute façon, en fait, l'avantage, et je pense, on parle souvent, moi je ne fais pas de fétichisme sur l'option de sortie de l'Union européenne, que ce soit article 50 ou autre chose, mais quoi qu'il arrive, que ce soit par l'article 50
ou par une autre modalité. L'intérêt qu'on a quand on rentre dans une période de négociation, c'est quand on est dans une période de négociation, quelque part, les conditions, hormis la question de l'euro, il faudra sortir directement pour des questions de spéculation et pour des questions même de compétitivité, mais pour tout le reste, en fait, j'ai envie de dire que ça va être très compliqué pour les entreprises, pour les gens, les frontières ne se remettent pas du jour au lendemain. Tout ceci est vrai, mais quand vous rentrez justement dans un processus de négociation, vous restez égal, mais sauf que la grande différence, c'est que pendant cette période de négociation, vous pouvez vous préparer une sortie sans accord et vous pouvez vous préparer à remettre vos frontières, vous pouvez vous préparer et préparer vos entreprises à une éventuelle sortie sans accord. Et en fait, c'est comme ça que vous obtiendrez un bon accord ou c'est comme ça que vous pourrez sortir dans de bonnes conditions sans accord de l'Union européenne. Parce que de dire on sort du jour au lendemain comme ça, en fait, non, ça n'existe pas. Il faut avoir réfléchi à cette question-là et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Les frontières, vous ne pouvez pas les remettre en 2 jours. Il y a un processus, il faut remettre au niveau, il faut recruter des douaniers, il faut remettre des postes frontières parce qu'hormis vis-à-vis de la Suisse, il n'y a pas de poste frontière vis-à-vis de l'Espagne, vous avez une autoroute, vous passez et il y a pas de frontière, c'est la même chose pour l'Allemagne ou pour la Belgique, il faut remettre en place tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. Et pour ce qui est des accords commerciaux, pour que les entreprises puissent sortir dans des bonnes conditions aussi ou puissent être prêtes à une sortie sans accord, il faut là aussi rentrer dans ce processus de négociation et ça se fait en 6 mois, donc vous ne pouvez pas dire en 2 semaines, en 2 mois, je sors de l'Union européenne sans accord. En fait, c'est des gens qui n'ont rien étudié à la question qui vous disent ça. Alors, je vais prendre d'autres questions, remettre des douaniers, ça a été dit. Enfin, taxation des GAFAM. Alors, j'ai une autre question. Comment se porte le mouvement Génération Frexit? Visibilité, rapport avec les médias, rapport avec d'autres personnalités, action future. Bah écoutez, j'en ai un petit peu parlé, mais Génération Frexit, on peut dire qu'en un an, c'est une très belle réussite. Et il y a cette question de la pétition qui a été lancée et maintenant plus de 22 000 signatures. C'est de loin la plus grosse pétition qui existe pour obtenir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. C'est un très beau succès. Et ce qui est beau, c'est que c'est un succès collectif. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans une optique fermée. On a au contraire dès le début, contacter tous les mouvements politiques qui sont proches de ces idées souverainistes. D'ailleurs, certains mouvements ou certaines personnalités, on est très fiers de ça, qui ne sont pas pour le Frexit, soutiennent cette idée qu'il faut un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, parce que c'est une question de démocratie. Les conditions ayant tellement changé, il est normal de soutenir ça. Donc on est très fiers en fait de travailler avec les autres. Il y en a certains qu'on a conviés qui n'ont jamais répondu, ça, à la rigueur, c'est leur problème. Mais on a énormément de monde qui est venu, qui a travaillé. Ça, c'est très beau. Je pense qu'il n'y a jamais eu un rassemblement en fait aussi large sur cette question. On est très fiers de ça. Pour Génération Frexit, on a eu des différents passages médias, que ce soit LCI, Sud Radio, et je remercie l'équipe presse, notamment Laure qui a travaillé là-dessus. On a eu aussi des papiers dans Marianne, des papiers ailleurs, et ça c'est très bien parce qu'on est dans une optique et dans une relation positive. Et en fait, il faut savoir que les passages médias, c'est pas le tout de pleurer, de dire qu'on n'est pas invité. En fait, ça se travaille. Il faut évidemment travailler directement avec les journalistes. Et si on ne travaille pas les médias, bah, c'est simple, on ne passe pas dans les médias. Donc c'est un gros travail, on l'a fait, on continue, on espère avoir d'autres passages médias. Mais on a eu une très belle couverture presse, notamment lors du lancement de Génération Frexit, parce que ça a bien été travaillé en amont et on va continuer de le faire. L'idée étant à la fois de continuer à développer la notoriété de Génération Frexit, mais par là même évidemment, à aider à développer le combat du Frexit. Je pense que plus on sera nombreux dans les médias à défendre cette option, et plus cette option terminera par apparaître comme une évidence en fait pour nos concitoyens. Et c'est essentiel. Il faut gagner cette bataille. Il faut gagner cette bataille des idées. On va évidemment continuer et on va continuer à travailler sur cet aspect des médias. On va continuer à travailler pour faire croître Génération Frexit. Comme je vous l'ai dit, je vous invite tous évidemment à adhérer. Et on va aussi pousser, parce que c'est essentiel, on va pousser avec toutes les forces qui le veulent bien, cette idée du référendum pour 2022 et après, et bien évidemment après la présidentielle, puisque la vertu de cette pétition pour le référendum, c'est qu'elle ne se limite pas à la présidentielle ou aux élections. On va continuer à le pousser quoi qu'il arrive et on va continuer tant qu'on n'obtiendra pas ce référendum. Donc comptez sur nous, on ne va pas lâcher. Euh,
Est-ce qu'il y aura prochainement des nouvelles annonces de personnalités qui ont signé la pétition? Bah, c'est une bonne question. On continue à avoir des contacts. J'avoue évidemment que là, on était tellement focalisé sur cet événement du 29 mai qui était un très gros travail, et je remercie évidemment toutes les personnes de Génération Frexit, notamment Gilles, Gaylor, qui ont fait un travail énorme sur cette préparation, Hugo, enfin c'était pas le seul, il y a tous les gens de Génération Frexit, tous les bénévoles, Béatrice et autres qui ont travaillé en fait pour que cet événement du 29 mai soit un succès. C'était un très beau succès pour une première dans un très beau contexte. Il n'est pas du tout exclu et on y pense qu'on renouvellera cette opération. Elle ne sera pas forcément le 29 mai, mais le week-end qui entoure le 29 mai pour se rappeler de cette belle victoire du non de 2005 et aussi pour se rappeler malheureusement la trahison et pour rappeler un nouveau référendum. Il n'est pas exclu qu'on renouvelle l'opération, bien au contraire, mais c'était un très bel événement qui nous a pris beaucoup de temps. Et forcément, bah, on a beaucoup travaillé les personnalités qui ont déjà signé. Vous avez vu qu'il y avait énormément de personnalités présentes, c'était énorme. Par rapport aux signataires, il y avait beaucoup de gens qui ont fait l'effort de venir, qui ont réservé leur week-end pour venir parmi les personnalités, et on les remercie. Mais évidemment, on va travailler aussi, on va réembrayer là-dessus. Mais voilà, on a eu le 29 mai et peu de temps après, la question sanitaire a commencé à s'accélérer. Et là, on est en plein dans cette question du pass sanitaire qui est à court terme et le combat à court terme. Et donc, on est beaucoup là-dedans, mais on ne lâche pas. On continue de travailler sur la pétition et on va évidemment démarcher d'autres personnalités. Et il y en aura certainement d'autres. Mais comme vous le savez, en plus, à Génération Free, même moi, j'ai un travail, on n'est pas des politiques de métier, on fait tout ça par conviction, donc notre temps est malheureusement limité, donc il faut prioriser. Et là, on priorise notre combat à l'heure actuelle sur la question du pass sanitaire, puisque c'est celui qui nous touche tous et qui vous touche tous à plus court terme, mais on continue les autres combats de front, même si on a priorisé pour le moment cette question du pass sanitaire. Alors, je regarde pour d'autres questions. Nous aurions dû rester au franc, oui, c'est clair. Les réseaux sociaux, le terrain, oui, c'est très important. Je parlais tout à l'heure d'adhérer à Génération Frexit, de faire ce travail de terrain. Il y a aussi le travail du militantisme aussi sur les réseaux sociaux. Même si vous connaissez certainement l'approche de Génération Frexit, on ne veut pas être dans une approche agressive, d'harcèlement. C'est vraiment ce qui donne une image le plus néfaste en fait du Frexit, et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut au contraire à chaque fois être dans le dialogue, l'argumentaire et être dans la bienveillance. C'est comme ça qu'on va donner une bonne image et c'est comme ça qu'on va convaincre les gens. C'est pas en étant agressif, en harcelant les gens, les traitant de stupides ou autres, qu'on arrive à faire quoi que ce soit. Donc évidemment, oui, le cybermilitantisme est toujours dans une bienveillance et surtout vis-à-vis des personnalités qui sont souverainistes, même si elles ne sont pas directement pour le Frexit. Il faut au contraire immiscer et amener cette idée d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Je pense en tout cas que ça peut être le plus grand dénominateur commun pour arriver à ce qu'on souhaite chez Génération Frexit, à savoir obtenir ce Frexit. Alors, il y a encore une question sur la présidentielle. Il va falloir reprendre l'historique. Non, je l'ai dit, en fait, on ne veut pas être dans la division, donc on va continuer à pousser pour le référendum. On ne va pas aller à la présidentielle cette fois-ci. Je ne pense pas que ce soit la meilleure élection sur la question de l'Union européenne pour porter nos idées, mais en tout cas, on va voir qui est sur la ligne de départ, qui soutient cette idée du référendum, pourquoi pas travailler ou pourquoi pas appeler à voter pour un tel ou un tel, mais on n'est pas dans cette optique-là sur la présidentielle. En revanche, on va continuer à travailler pour un rassemblement des différentes forces et compter sur nous là-dessus. Préparez-vous un deuxième bouquin sur l'UE. Alors, pourquoi pas? Là, je vous avoue que j'étais très très pris, tant d'un point de vue professionnel que aussi politique, avec la création de Génération Frexit. Quand on a poussé cette pétition, ça a été aussi très chronophage, donc j'ai pas eu le temps de reprendre la plume et le papier. Donc pourquoi pas à court terme, parce que en ce moment c'est très dense, mais je l'exclus pas du tout. En tout cas, j'espère que
vous a plu les illusions économiques de l'Union européenne. Ceux qui ne l'ont pas lu, bah, il est toujours disponible. Il est d'ailleurs disponible sur la boutique en ligne de Génération Frexit, où vous avez à la fois ce livre, vous avez des badges, vous avez des beaux t-shirts. Je parlais du polo fabriqué en France, vous avez des beaux t-shirts Génération Frexit fabriqués en France. Et donc, vous pourrez retrouver déjà le premier livre sur la boutique de Génération Frexit. Et pourquoi pas, faut que j'y réfléchisse. En tout cas, je n'exclus pas. Je suis encore jeune, je pourrais certainement en écrire d'autres. Mais là, c'était un petit peu compliqué. Faut mettre un général chef des armées. Euh, Pourquoi pas, mais j'avoue que De Gaulle, c'était parce qu'évidemment ça fait référence à De Gaulle. De Gaulle, c'était quand même très particulier. Il sortait en grand vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, un prestige, une aura absolument énorme. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, au XXIe siècle, les Français, peut-être, hein, mais je ne sais pas si les Français voudrait d'un général, ou en tout cas maintenant les généraux de l'armée française sont plutôt dans l'anonymat. On ne parle pas de quelqu'un qui avait quand même l'aura et la stature du général de Gaulle et qui était connu de tous les Français. C'est quand même très différent. Donc pourquoi pas, après, de toute façon, un général, oui, après, sur quelle ligne? Encore une fois, si c'est sur une ligne de reprise en main de la souveraineté, de référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, toute candidature est intéressante, que ce soit un général ou pas. Mais je ne sais pas, honnêtement, si les Français se verraient voter pour un général à l'heure actuelle. Et le côté ordre, on voit bien qu'à l'heure actuelle, le bloc qui veut de l'ordre, etc., casser du gilet jaune, casser de l'antipasse sanitaire, c'était plus du côté de Macron, même si je pense que tous les gens qui manifestaient aussi voudraient de l'ordre, mais voudraient un ordre juste, un ordre et une France qui protège les Français. On l'a vu au niveau économique, travailleurs détachés, concurrence déloyale, bah, les Français voudraient un ordre là-dessus, ils voudraient être protégés et qu'on pense à eux avant tout. On en a parlé aussi sur la question des frontières, on pourra en parler sur la question sécuritaire, où les Français voudraient de l'ordre de ce point de vue-là, mais ça dépend vraiment ce qu'on met derrière. Je pense que les Français veulent un ordre, mais ils veulent un ordre juste. Et je pense aussi que les Français, ils aimeraient reprendre le contrôle parce qu'ils voient très bien que les décisions leur échappent complètement et ils savent très bien qu'ils votent pour Macron, s'ils votent pour Bertrand, s'ils votent pour un autre. Ils ont exactement la même politique. Et ça se ressent concrètement au niveau politique. On l'a vu lors des élections régionales et départementales avec une abstention absolument dingue du 2 tiers des électeurs. On n'avait jamais vu ça à ce type d'élection et ça montre bien que les Français, en fait, commencent à intégrer le fait que leur vote ne compte plus. Et ça, c'est dramatique. Et leur vote comptera quand on aura retrouvé la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La souveraineté nationale, c'est bien évidemment la sortie de l'Union européenne. La souveraineté populaire, c'est la mise en place du RIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous les sujets qui leur tiennent à cœur, typiquement bah là sur le pass sanitaire, on pourrait, si on avait le pouvoir là-dessus, proposer un RIC pour abroger ce pass sanitaire. On pourrait avoir un RIC sur la question des frontières ou sur une question économique, ça pourrait être sur la question du SMIC, ça pourrait être sur tout un tas de questions. En fait, tous les sujets qui tiennent à cœur les Français, ils pourraient saisir là-dessus. Ça ne veut pas dire décider de tout. Il y aura bien évidemment des représentants et je ne suis pas sûr que les Français veuillent voter sur un accord diplomatique avec la Zambie. Les Français, par contre, ils veulent avoir leur mot à dire sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Il n'est pas normal, en fait, qu'on donne un blanc-seing tous les 5 ans à des politiques qui, après, font à peu près ce qu'ils veulent. Si on avait cet outil, cette arme du RIC, eh bien, on pourrait se saisir de cette question. On pourrait d'ailleurs se saisir de toutes les questions, mais encore faut-il être sorti de l'Union européenne, parce que la problématique, c'est que si on avait un RIC dans le cadre de l'Union européenne, vous savez qu'il y a plein de compétences exclusives de l'Union européenne. Vous savez qu'on ne pourrait rien faire sur la monnaie, sur les politiques commerciales, même sur la plupart des politiques économiques et sociales, qui sont maintenant des compétences qui sont partagées avec les GOPÉ. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Eh bien, on pourrait, en fait, le RIC ne nous donnerait pas forcément plus de pouvoir, mais en sortant de l'Union européenne, le RIC serait très puissant, parce que les Français pourraient s'exprimer sur quasiment tous les sujets et reprendre le contrôle. Et ça, c'est évidemment un des combats qu'on mène aussi en parallèle, et vous connaissez notre attachement à la fois à la souveraineté nationale et à la souveraineté populaire.
Comment s'assurer qu'il n'y aura plus de corruption? Nous ne voulons pas de l'Union européenne, on nous l'a imposé. Bah, pour la corruption, ça c'est évidemment mettre un maximum de garde-fous à tous les étages. La question du RIC est aussi un garde-fou magistral, puisque si vous avez une mauvaise décision qui pourrait être, je sais pas, sur le plan énergétique, qui pourrait être sur des faveurs accordées à telle ou telle chose, bah, évidemment par le RIC, on pourrait là-dessus faire contre-pouvoir en fait et faire garde-fou. Le peuple serait le premier garde-fou avec le RIC, et donc le RIC me paraît aussi être un élément essentiel pour lutter contre la corruption, parce que les élus, entre autres, savent qu'ils ont quelque part le pistolet sur la tempe sur les questions-là, et qu'en fait, ils ne sont plus seuls à décider, ils n'ont plus tous les pouvoirs pendant 5 ans. Et je pense que le RIC sera aussi un outil fondamental pour lutter contre la corruption. Une question de Jean-Luc: les Français cherchent un leader qui a un charisme, des valeurs, et surtout celle de notre pays, ses intérêts. On veut du nouveau dans les idées et surtout dans les actes pro-France. Oui, je suis d'accord. Je pense que les Français, enfin, c'est pas, on parle, les Français ne veulent pas et j'en suis intimement convaincu, les Français ne veulent pas du duo Macron-Le Pen, mais si l'alternative qu'on leur propose, c'est du ultra réchauffé et du Macron bis comme Xavier Bertrand, ça va pas faire soulever les foules. C'est pas ça, en fait, qui va lutter contre l'abstention. Et donc, je suis d'accord, en fait, que les Français ont besoin du neuf. Ce qui est très compliqué en politique, c'est que vous avez, et ça on reprend une notion économique, vous avez beaucoup de barrières à l'entrée, que ce soit au niveau du financement public, que ce soit au niveau de la médiatisation, ça s'acquiert, hein, c'est du travail, mais c'est petit à petit, vous, à part avec tous les soutiens comme Emmanuel Macron en 2017, vous démarrez pas du jour au lendemain nouveau et on vous présente. Et malheureusement, pour gagner aussi, il faut une grande notoriété, donc ça se fait petit à petit, mais je suis entièrement d'accord, les Français veulent du nouveau, et d'ailleurs, on peut le regretter, mais je pense que c'est parce que les Français veulent du nouveau qu'Emmanuel Macron a été élu, parce qu'il représentait une espèce de rupture avec le Parti socialiste et les Républicains qui gouvernaient par alternance depuis des années. Les Français se sont dit, tiens, il y a quelqu'un de nouveau, il a été largement vendu, vous connaissez toute l'histoire, et donc les Français ont acheté un produit qui s'est avéré être un produit avarié, mais ils l'ont fait aussi parce qu'ils voulaient cette nouveauté. Donc je suis d'accord que les Français veulent de la nouveauté, sauf que évidemment Emmanuel Macron, mais ça vous le saviez aussi bien que moi, tant son quinquennat et son fil rouge de son quinquennat a été une soumission permanente à l'Union européenne. Rappelez-vous, ça avait commencé quand même dès le soir de son élection, où il était avec quand même, au lieu de la Marseillaise, l'hymne national, il était avec l'hymne à la joie, l'hymne de l'Union européenne. Donc ça donnait le ton de son quinquennat, à savoir un quinquennat de soumission vis-à-vis de l'Union européenne. Une autre question, fait que aussi bien une question qu'une affirmation, il faudrait abaisser le niveau de signature pour obtenir un référendum populaire. Quel serait selon vous un niveau raisonnable? En fait, cette question, elle est compliquée. Oui, effectivement, les 500 parrainages, c'est très difficile. C'est vraiment une barrière énorme. On pourrait imaginer des solutions alternatives. On pourrait imaginer par exemple des parrainages citoyens. Il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les élus qui décident qui va se présenter ou non à l'élection présidentielle. Il n'y a pas de sur-citoyens, c'est pas parce que les gens sont élus qu'ils sont des sur-citoyens, logiquement ils sont juste des représentants. Et donc ça ne me paraît pas idiot. Il faudrait évidemment définir le seuil, à combien de signatures, mais ça ne me paraît pas idiot en fait qu'il puisse y avoir un parrainage qui soit citoyen. Il n'y a pas de raison, si tous les citoyens sont égaux, qu'il y ait des super citoyens comme les maires qui aient plus de pouvoir sur la question de qui peut se présenter à l'élection présidentielle. Donc un parrainage citoyen me paraîtrait très bien, pourquoi pas, de 100 000, 200 000 parrainages, ou 300 000, ça peut-être moins d'ailleurs, mais ça me paraît beaucoup plus sain quelque part, beaucoup plus juste et beaucoup plus citoyen que ce soit un parrainage citoyen plutôt qu'un parrainage d'élus. Alors, au final, quand on regarde qui se mobilise contre le pass sanitaire, il n'y a que les petits partis, Patriotes, Résistons, UPR, DF,
ça en dit long sur les convictions des grands partis. Pour Résistons, je ne suis pas sûr, je crois que Jean Lassalle avait voté oui dans un premier temps, il s'est seulement abstenu dans un deuxième temps. En fait, j'ai du mal à comprendre quelle est sa position sur le pass sanitaire. Après, c'est sur le pass sanitaire, oui, oui, ça dépend. Et il y a eu des 10 petits partis, mais à l'Assemblée, même si évidemment c'était pas une opposition farouche, il y a quand même la France Insoumise, le Rassemblement National ont voté contre, une bonne partie des Républicains ont aussi voté contre. Alors évidemment, on peut dire que c'est timide, que ça arrive très très tard, qu'ils sentent le vent tourner, mais je pense qu'il faut toujours être dans l'ouverture et saluer quand les personnes vont sur vos positions plutôt que de vous dire ils m'ont piqué mes idées. C'est très bien. Plus on est nombreux sur les positions, même si d'ailleurs il y a des arrière-pensées que c'est pas très sincère, plus on est nombreux sur les positions, plus ça veut dire qu'on gagne la bataille des idées. Et donc il faut au contraire s'en réjouir. Et si on gagne la bataille des idées, vous savez, je serais très ravi si le Frexit se fait. Si ce n'est pas moi qui fais le Frexit, bah, je serais ravi. J'arrêterai la politique, j'ouvrirai une bonne bouteille de champagne et je serais ravi. Il ne faut pas être dans un mauvais esprit boutiquier. Moi, si nos idées gagnent, quelque part, si c'est quelqu'un d'autre qui les porte, je serai le premier à être heureux. Et en tout cas, on est dans cet état d'esprit chez Génération Frexit. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Ça multiplie les canaux de diffusion de nos idées, en tout cas dans un premier temps. Oui, voilà, moi je suis pas sur une élection présidentielle, c'est un petit peu particulier avec cette histoire de premier, deuxième tour, mais je pense que d'une manière générale, finalement, c'est aussi une richesse en fait qui est plusieurs, mais il faut avoir une richesse, mais en ayant l'intelligence, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand il y a un sujet en commun où tout le monde est d'accord, il faut savoir se rassembler sur le plus grand dénominateur commun. Mais c'est aussi une richesse d'avoir une diversité parce que vous avez des gens qui vont être pour le Frexit, qui n'ont pas du tout être sur les mêmes lignes que des partis existants. Et c'est quelque part assez bien d'avoir une richesse plutôt que effectivement, si tout le monde dit exactement la même chose, ça n'a pas grand intérêt d'avoir différents mouvements. Mais je pense que c'est bien d'avoir des mouvements qui disent des choses différentes, mais qui se retrouvent sur cet aspect du Frexit. Et je pense même que ça contribue en fait à pousser et à faire gagner la bataille des idées au niveau du Frexit. Donc moi je trouve ça très bien. Et en tout cas, nous on sera à chaque fois ouverts pour discuter avec tout le monde et c'est évidemment ce qu'on fait. Entre les révélations d'Atali il y a quelques années qui prévoyait et qu'il voyait comme président avec une femme jeune, Édouard Philippe qui a été présenté comme possible contre Macron et oublié, je pense qu'on aura des surprises. Oui, ça c'est possible. Pour ce qui est de la présidentielle, vous savez d'ailleurs que souvent les sondages un an avant la présidentielle sont rarement le résultat final. Donc il est fort possible effectivement qu'on ait des surprises. On ne sait pas encore d'ailleurs, il y en a qui disent je suis candidat, on ne sait pas encore qui sera sur la ligne de départ. Il faut dans les pronostics politiques, il faut vraiment avoir beaucoup de modestie parce qu'on sait souvent que les pronostics un an avant se sont très souvent trompés. En tout cas, espérons que ce soit le cas parce que le deuxième tour promis et prévu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'est pas réjouissant parce qu'on sait très bien quel serait le résultat final. Et en plus de ça, vous savez très bien que le Rassemblement national a complètement abandonné la question de l'Union européenne. Il n'est même plus question de faire un référendum. Ils ont même abandonné la sortie de Schengen ou de la CEDH, donc le Front National, enfin le Rassemblement National n'a plus grand-chose à l'heure actuelle de souverainiste. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à espérer d'un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors, il y a une autre question. Charles-Henri, en parlant de diffuser les idées, est-ce que tu comptes redonner ta conférence dans les différents endroits de France, même si pas facile à associer avec le travail, où effectivement c'est très compliqué et bon, comme tout le monde, avec cette période du Covid-19, de toute façon, c'était très compliqué de faire le moindre événement et encore moins en intérieur. Donc de facto, ça s'est arrêté, même si la dernière, je l'avais donnée d'ailleurs pour le Cercle Aristote à Paris. C'était certainement au printemps 2020. Depuis, avec restrictions sanitaires ou autres, c'est très difficile. Et c'est vrai que, en plus de ça, avec maintenant Génération Frexit, je suis par ailleurs très pris. Et effectivement, je travaille à côté. Hein, je suis pas un politique de métier. Donc pourquoi pas, mais c'est pas en tout cas prévu.
à court terme. Et la problématique des conférences, en plus, c'est que ça touche qu'une partie de la population. Et je pense que pour gagner, il faut qu'on parle au grand public. Donc, il faut aller sur d'autres formats. Il faut travailler les médias pour passer dans les grands médias, toucher beaucoup de monde. Et je pense que même si c'est très bien, il y a un public qui est très éclairé, très intéressé, qui va aller beaucoup sur les conférences. Et d'ailleurs, je sais que ma conférence avait beaucoup plu. À mon sens, il faut pas y aller, il faut pas uniquement se faire plaisir, mais il faut y aller pour gagner. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens plus efficaces et qui touchent plus largement pour faire gagner nos idées, mais je l'exclus pas évidemment. Je vais peut-être prendre deux autres questions et après conclure. Voilà, trois questions encore. On pourra conclure derrière. Évidemment, vous souhaitez de bonnes vacances parce qu'on va rentrer dans la période des vacances. Et voilà, j'espère que vous passerez de bonnes vacances. J'espère que sur vos lieux de vacances, s'il y a des manifestations contre le pass sanitaire, vous pourrez vous mobiliser. C'est important de continuer à se mobiliser, de ne pas lâcher la pression, mais il faut aussi vous reposer et profiter. Donc j'espère que vous passerez tous de très bonnes vacances. Je regarde s'il y a d'autres questions sur le chat. En attendant aussi, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est important. Là, on est sur la page Facebook, mais à vous abonner à mon compte Twitter, le compte Twitter qui marche très très bien. Je crois qu'il y a plus de 17 000 abonnés dessus. À vous abonner à mon compte Twitter, au compte Twitter de Génération Frexit, évidemment. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Twitter de la pétition référendum UE. Je vous invite à vous abonner aux chaînes YouTube, ma chaîne YouTube, où j'essaye d'en faire minimum une vidéo par semaine sur des sujets d'actualité. Ça vaut le coup, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez, partagez, c'est très important aussi d'aller sur YouTube et de partager cette chaîne YouTube autour de vous. Et là, c'est la même chose pour la chaîne YouTube de Génération Frexit, la chaîne YouTube de la pétition, surtout qu'il y a des vidéos de très bonne qualité qui ont été faites sur la pétition. Si vous n'avez pas eu la chance d'assister à ce bel événement du 29 mai, vous pourrez retrouver toutes les interventions justement des différentes personnalités en très bonne qualité sur cette chaîne YouTube de la pétition référendum ue.org. Et c'est aussi là-dessus, vous avez aussi des interviews très intéressantes qui abordent des sujets d'actualité, qui abordent pourquoi en fait les personnalités ont soutenu ce référendum. Et donc en réalité, vous pouvez voir toutes ces interviews qui sont très bien faites, là aussi en très bonne qualité. Abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube du référendum. Il faut faire feu de tout bois sur ces trois canaux, Génération Frexit, le référendum, et sur mes pages et chaînes YouTube, n'hésitez pas. On est présent partout, c'est la même chose sur Facebook. Donc allez-y, soutenez-nous, partagez-nous, ça aidera aussi à faire avancer le combat. Donc je vois qu'il y a d'autres questions. Que pensez-vous des scrutins alternatifs comme jugement majoritaire à la place du scrutin de tour pour éviter les votes utiles de barrage? J'ai pas de je connais hein, le scrutin jugement majoritaire. J'ai pas de religion sur le sujet. On peut dire qu'au jugement majoritaire, on élit quelque part le moins pire des candidats ou celui qui fait le plus consensus. Mais des fois, quand on fait le plus consensus, est-ce que c'est comme ça qu'on change radicalement la société, qu'on sort de l'Union européenne? Je ne suis pas sûr parce que dans l'esprit, en tout cas actuel, sortir de l'Union européenne, c'est une certaine radicalité. Et je ne sais pas si le jugement majoritaire amènera à ça ou plutôt à un candidat relativement tiède. J'ai pas honnêtement, c'est un sujet qui mériterait le débat. Je suis ouvert à ça, mais j'ai pas de position à arrêter. L'avantage des deux tours, c'est que au moins vous pouvez éliminer au deuxième tour, même si je suis d'accord, ça amène le vote utile qui est stupide au premier tour. Et donc, chaque type de scrutin a ses avantages et ses inconvénients. Vous savez qu'au Royaume-Uni, c'est autre chose. Au Royaume-Uni, c'est the winner take all, c'est celui qui arrive en tête, même s'il n'a pas 50%, qui gagne. Et donc ça, c'est une autre option. Donc, partout dans le monde, il y a différentes options, différents types de scrutins avec ses avantages, ses inconvénients. J'ai pas de religion sur le sujet, même si on connaît les avantages et les inconvénients de notre mode de scrutin.
d'élection à 2 tours majoritaire. En tout cas, je pense que d'un point de vue démocratique, il faudrait, ça ne veut pas dire la proportionnelle totale, mais il faudrait inclure une dose de proportionnelle, notamment législative. D'ailleurs, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Je vois que ça n'est toujours pas fait. Mais ça, je pense que ça serait bien pour avoir une meilleure représentation des Français, une meilleure représentativité au Parlement, ce qui n'est pas le cas, et on peut le déplorer à l'heure actuelle. Pourquoi n'êtes-vous pas invité au 4V de ces France 2? Bah écoutez, on y travaille, on verra, peut-être, on ne sait jamais. Il faut pas l'espérer, mais en tout cas, ça se travaille et voilà, on verra. Proposez-vous le référendum révocatoire et concernant la dette illégitime de la France, que proposez-vous? Alors, le référendum révocatoire, moi je pense que c'est une option, mais je pense pas qu'il puisse être activé tout le temps, sinon on pourrait sortir tout le temps les représentants et faire des élections tous les 4 matins. Et je pense que le RIC en tant que tel, en fait, si on le fait en toute matière, permettra de se saisir de tous les sujets qui tiennent à cœur. Donc quelque part, le peuple pourra aller contre l'avis de ses représentants, ce qui rend moins nécessaire l'idée de révocation des élus, même si c'est pas écarté. On pourrait, par exemple, à mi-mandat, le faire, mettre une option comme ça, mais je pense pas que ça soit très bon pour une certaine stabilité, que ça puisse être activé tout le temps. Question de Sébastien, quelles sont les prochaines actions de Génération Frexit? Bah, comme je vous l'ai dit, on se mobilise et on l'a fait lors des 2 dernières manifestations et on va se mobiliser à chaque fois pour la question brûlante du pass sanitaire. Donc là, on continue là-dessus, c'est vraiment l'action à court terme. Et sinon, bah, comme je l'ai dit, on va essayer, on va peser sur 2022 en portant cette question du référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. On va continuer à le faire et on va continuer à s'ouvrir, à discuter avec toutes les forces souverainistes pour aller éventuellement sur des candidatures d'union. Il faudra voir pourquoi pas sur des législatives. On n'est pas, on dit pas qu'on va y aller quoi qu'il arrive, mais on ne le ferme pas. Et surtout commencer à travailler, comme j'ai dit, pour l'élection qui doit être l'élection phare, l'élection reine des souverainistes, à savoir l'élection européenne qui aura lieu en 2024. Et il faut s'y préparer dès maintenant. Je pense qu'il faut y aller de façon unitaire, faire une belle campagne et qu'on peut faire un très beau score à ces élections si on le fait de façon intelligente et ouverte. Alors, est-ce que tu serais partant pour un débat avec Zemmour, vu qu'il pourrait apparemment candidater? Ben, justement, je l'ai proposé quand je parlais tout à l'heure de la question où Eric Zemmour disait c'est quand même compliqué, la France sortir de l'Union européenne, c'est pas la même chose que le Royaume-Uni, il y a l'euro et Schengen. J'ai dit tout à l'heure, moi je pense que ce sont au contraire des arguments supplémentaires pour dire qu'il faudrait avoir un référendum et qu'il faut sortir de l'Union européenne. Et donc, je l'ai déjà dit sur Twitter, j'espère qu'Éric Zemmour voudra bien m'inviter pour débattre de cette question et on verra s'il changera d'avis après. Mais moi, j'ai l'avis inverse là-dessus. Je pense que ce sont des raisons additionnelles pour sortir de l'Union européenne et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, hein. Il y a eu le fameux projet de la peur qui avait été balancé aux Britanniques lors du référendum en leur disant que ça allait être compliqué, ça allait être la catastrophe, etc. J'ai tout débunké d'ailleurs dans mon livre, dans un chapitre de mon livre, Les illusions économiques de l'Union européenne. Et donc, je pense qu'il y a ce projet de la peur aussi sur le Frexit et qu'il faut le démonter. Et j'invite Eric Zemmour à accepter ce débat et à en parler. Je pense que j'arriverai à le faire changer d'avis. Alors, la deuxième question sur la dette illégitime. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle dette illégitime. La dette illégitime, on pourrait dire que c'est les intérêts additionnels qu'auraient pu prendre les banques commerciales par rapport à des prêts directs de la Banque de France à l'État français. Mais on ne peut pas dire que toute la dette non plus est illégitime, parce que d'ailleurs, il n'y avait pas, il n'y a jamais eu en fait dans toute l'histoire de France une banque de France qui prêtait à 0% ou qui monétisait l'intégralité du déficit ou de la dette française. Donc il ne faut pas raconter non plus n'importe quoi là-dessus, mais il est vrai qu'il y a toute une partie de la dette sur laquelle il faudrait se pencher et il faudrait regarder. Mais je ne suis pas dans l'optique de vendre une baguette magique. Moi, je pense qu'il y a des solutions qui sont très concrètes qui pourraient être mises en place dès maintenant. Vous savez que par ces politiques de rachat dont on a parlé tout à l'heure, ce n'est pas la Banque centrale européenne qui fait les rachats directement, ce sont les banques centrales nationales
qui achètent les titres de dette de l'État des différents États. Alors la Banque de France a quasiment 20% de la dette de l'État français et on pourrait imaginer, comme ça appartient, une annulation au fur et à mesure de cette dette-là pour baisser le poids de la dette publique. On pourrait imaginer aussi après une monétisation, mais qui serait une monétisation raisonnée parce que il ne faut pas, évidemment, si vous monétisez énormément, là, vous allez avoir une inflation terrible et qui va toucher tous les Français, notamment les classes populaires. Et donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas monétiser l'intégralité de la dette. On peut monétiser une partie, mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec cet outil. En tout cas, cette question de la dette, elle va se poser de plus en plus, notamment avec le Covid-19 qui a fait exploser la dette. Il y a cette solution d'annulation d'une partie de la dette qui est détenue par la Banque de France, mais on ne peut pas tout annuler. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Je vois quelque chose sur la loi Pompidou. Je vous invite à regarder ma conférence, puisque je parle de cette loi de 73 qui est en grande partie un mythe. C'est-à-dire que la loi de 73 a ouvert les prêts, disons, aux banques commerciales, mais ce n'est pas la loi de 73 qui a interdit la monétisation. D'ailleurs, entre 73 et 83, la Banque de France a continué à monétiser de la dette publique et c'est plus par idéologie, notamment, vous savez, le fameux tournant de la rigueur de Mitterrand en 83, c'est plus par idéologie que cette monétisation s'est arrêtée. En revanche, cette monétisation, ça a été gravé dans le marbre après l'interdiction des prêts directs des banques centrales au gouvernement, aux États, ça a été gravé dans le marbre lors du traité de Maastricht. Mais en revanche, ce n'est pas la loi de 73 qui a fait ça. Il faut faire très attention, même si elle a créé ce précédent d'ouverture aux banques commerciales, c'est faux, il y a eu de la monétisation. Et donc là aussi, sur ce sujet-là, il faut faire attention et être vraiment rigoureux et ne pas raconter n'importe quoi. Et pourquoi ne pas raconter n'importe quoi? Ça rejoint un petit peu la question du Covid, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai essayé d'avoir une position très mesurée, de regarder, j'avais pas de religion dessus, de regarder les chiffres, que ce soit sur les vaccins ou sur autre chose. Il faut avoir une position très modérée parce que si vous partez et vous commencez à raconter n'importe quoi, c'est une arme après formidable pour vous décrédibiliser et donc par ricochet décrédibiliser l'idée du Frexit. Donc j'essaie à chaque fois d'être le plus nuancé, le plus renseigné possible et avant de me prononcer pour ne pas être simplement dans une optique qui a fait du commerce. Il faut vraiment faire une étude à chaque fois très sérieuse et en l'occurrence sur cette loi de 73, je l'ai planché et j'en parle à la fois dans mon livre et dans ma conférence. Donc je vous invite à regarder évidemment tout ça. Alors, on a pris déjà pas mal de questions, vous inquiétez pas, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de directs ces derniers temps, mais je vous oublie pas, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube, il y aura des vidéos d'actualité, même si c'est une actualité qui est brûlante, même pendant cet été, j'essaierai de faire quelques vidéos. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, je vous invite évidemment, comme je vous l'ai dit, pour nous aider dans le combat, à adhérer, c'est très important, adhérer à Génération Frexit, allez sur Frexit.fr. Vous pourrez aller dessus, vous pourrez adhérer à Génération Frexit, vous serez contacté après par les responsables régionaux. Vous pouvez dire si vous pouvez aider pour du militantisme, pour telle ou telle commission. C'est très important d'adhérer à Génération Frexit pour nous aider, pour aider à nous développer, pour aider à développer cette pétition sur un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Adhérer à Génération Frexit. Et voilà, je vous souhaite à tous en tout cas de très bonnes vacances. Continuez à vous mobiliser sur le pass sanitaire. En tout cas, ça sera mon cas. Et profitez-en, profitez des vacances, reposez-vous, profitez de vos proches, profitez de votre famille. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. J'espère qu'on pourra faire très bientôt refaire ce genre de direct. Et je vous dis à très bientôt et aider Génération Frexit. Merci.